Inch'Allah, on passe vers la suivante, Madame Professeur Suilmi. Donc, Madame Professeur Suilmi, professeure au CHU de Fès et néphropédiatre, elle va nous présenter les cas de néphrologie pédiatrique. À vous la parole. Les membres veillent toujours à intégrer et d'où leur intérêt à la sensibilisation par rapport à la pathologie rénale chez l'enfant. Alors donc là, je vais par présenter directement le premier cas clinique. Alors il s'agit de la petite fille Oumaima âgée de 10 ans qui a été hospitalisée chez nous pour rétention aiguë d'urine avec syndrome hémorragique. Dans ses antécédents, donc, elle se plaignait de douleurs articulaires intéressant les petites articulations pour lesquelles elle avait consulté. Elle a été traitée comme RA. Donc elle a reçu des antibiotiques et on ne sait pas par contre si elle a reçu une corticothérapie ou pas. La deuxième fois, elle reconsulte, elle est mise sous AINES et puis il n'y a pas de nette amélioration. Et 15 jours, elle arrête tout traitement. Et 15 jours avant son admission au CHU, donc elle présente un ictère d'allure cholestatique avec amaigrissement, altération de l'état général, des arthralgies. Elle a été traitée par des points de feu, plus elle a reçu des plantes sans amélioration. Après l'installation de la rétention aiguë d'urine, elle fut adressée au CHU, aux urgences précisément chirurgicales pour sa rétention. Alors, en chirurgie, l'examen à l'admission, elle était fébrile à 38,5, tachycarde, légèrement déshydratée, avec des stigmates de saignement au niveau de la bouche et au niveau du nez. L'abdomen était souple, elle avait un globe vésical, il y avait un souffle systolique au foyer mitral, des points de feu, les articulations étaient libres et au niveau du périnée, on remarque qu'il y a une tuméfaction bleuâtre qui correspond à l'issue de méa urétrale, donc c'est un prolapsus. Alors, donc, elle a été mise en condition réhydratée, transfusée aux urgences, et puis les chirurgiens nous appellent, et ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette petite qui présentait aussi un syndrome hémorragique? Alors, tout d'abord, il faut évoquer des diagnostics, comme on fait toujours, donc il faut toujours évoquer des diagnostics avant de demander le bilan. Alors, vu qu'il y avait la notion d'ictère, la prise de plainte, on a pensé à une intoxication, peut-être une infection sévère, hémopathie maligne. Elle avait des antécédents de douleurs articulaires, peut-être un RA, une arthrite juvénile, on ne sait pas, une MICI, donc avec atteinte articulaire, atteinte hépatique, d'autant plus qu'elle avait de temps en temps des selles diarrhéiques pour lesquelles elle a consulté en gastro. Et on a pensé aussi à une maladie de système, éventuellement type lupus. Alors, le bilan qui a été fait, d'abord, c'est une échographie devant la rétention aiguë d'urine, donc il n'y avait rien, l'échographie était strictement normale. Et le bilan biologique a montré qu'il y avait quand même une pancytopénie avec un taux qui était régénérative, un bilan de cytolyse très altéré, cholestase, fonction rénale qui était normale, une aptoglobine basse, infection urinaire avec le bilan toxico qui a été fait négatif, donc il n'y a pas d'intoxication au paracétamol vu qu'elle était traitée pour une fièvre chronique. Et toutes les sérologies virales étaient négatives, normalement hépatitiques. Donc là, je vous raconte l'histoire telle qu'elle a été vécue. Donc quand on descend, donc on voit que la petite a été traitée avant de venir chez nous devant ce bilan-là a été fait à titre externe et le médecin qui l'a demandé l'a traité comme étant une arthrite juvénile idiopathique. Donc il a pensé à demander des anticorps antinucléaires et des facteurs rhumatoïdes qui étaient positifs. Et bien sûr, elle avait toujours un syndrome inflammatoire. L'atteinte hématologique était toujours présente. L'échocardiographie faite avec la protéinurie était négative. Alors, quand on a vu tous ces antécédents avec le bilan, bien sûr, donc, comme on a éliminé toutes les infections, tout toxico, donc on est parti pour faire un bilan immunologique qui s'est avéré en faveur d'un lupus érythémateux disséminé, donc avec un complément qui est très consommé, des anticorps positifs, le facteur rhumatoïde qui s'est négativé, il n'y avait pas d'anomalie au niveau des articulations et la protéinurie était de 20 mg par kilo par 24 heures, donc ce qui faisait une protéinurie qui était significative pour laquelle on l'a biopsiée et qui s'est révélée avoir une néphropathie classe 2. Alors, les pièges diagnostiques dans cette observation, c'était que le premier médecin n'a pas respecté au fait pour traiter les articulations, donc il n'y avait aucun critère pour le RA. Donc, il faut éviter la facilité de retenir le diagnostic de RA devant des aslos qui sont élevés. Ça d'une part, donc les critères quand on reprend le diagnostic n'étaient pas en faveur. Le deuxième médecin a traité une arthrite juvénile idiopathique, mais les erreurs, donc il a pensé bien sûr à demander le bilan immunologique, mais il a
il n'a pas fait attention à l'atteinte hématologique, la lymphopénie, l'anémie qui était normochrome normocytaire régénérative. Donc ça faisait qu'il y avait autre chose que l'arthrite idiopathique juvénile associée et l'apparition bien sûr d'un souffle cardiaque qu'on ne peut pas avoir dans l'arthrite juvénile idiopathique. Et donc on a conclu ici à un lupus. Alors vous allez me dire pourquoi le prolapsus, donc il n'y a pas de rapport direct entre le prolapsus et le prolapsus urétral et la maladie lupique. C'était juste un problème qui a fait révéler donc le vrai problème et la vraie pathologie qu'avait la petite. Et au fait, les rétentions, ce n'était pas le prolapsus, puisque le prolapsus, la première manifestation, c'est les hémorragies, c'est des hématuries macroscopiques et ce n'est pas la rétention. Et la rétention était en rapport avec une hémorragie très importante, avec des caillots de sang qui faisaient qu'elle faisait des rétentions à répétition, et même les chirurgiens ont été amenés à faire des lavages itératifs pour aider la patiente à uriner. Alors donc là, c'était un lupus avec une atteinte qui était multiviscérale, articulaire, hématologique, cutanée et rénale. Alors, donc le traitement, elle a été mise sous traitement d'induction, traitement symptomatique, traitement d'entretien avec une évolution qui était très favorable. Et c'est une patiente qu'on a suivie pendant 7 ans jusqu'à ce qu'on transfère chez les adultes, donc à l'âge de 17 ans. Donc elle n'a pas présenté de rechute qui était sévère entre-temps, mais elle avait quand même un retentissement sur la taille qui était à moins de déviation standard, ce qui était quand même une complication pas négligeable du tout. Alors, le deuxième cas clinique, alors c'est une fille Naïma, âgée de 9 ans, et qui a été adressée pour directement diagnostiquer comme ayant une péricardite en pré-tamponnade. Alors, donc, elle avait la notion d'angine à répétition, il y avait des arthralgies récidivantes, et elle a installé une détresse respiratoire avec orthopnée progressivement dans un contexte de fièvre non chiffrée d'altération de l'état général. Il n'y avait pas à l'examen, donc il n'y avait pas d'hypocratisme, pas de signe d'insuffisance respiratoire ni d'insuffisance cardiaque chronique. Et donc la radio a mis en évidence une cardiomégalie et l'échocardiographie a un épanchement péricardique. Donc là, elle a été directement adressée de TASA pour un drainage. Ils ont déjà contacté donc, le chirurgien cardiovasculaire qui l'a drainé en urgence et qui a fait une biopsie péricardique en parallèle. Donc là, les diagnostics à évoquer donc, initialement, ça peut être une péricardite d'origine virale, donc d'origine infectieuse, donc tuberculose dans un premier temps, ou bien des fois une maladie de système où il y a une pathologie maligne de type lymphome éventuellement. Alors, le bilan a été fait dans ce sens. Et on remarque qu'elle a ici une anémie qui est hypochrome microcytaire. Les autres lignées étaient normales. La fonction rénale était normale. Il y avait un syndrome inflammatoire. Le bilan physio était négatif. Le liquide péricardique, son analyse a montré qu'il était exsudatif. Et la ponction biopsie, un remaniement inflammatoire chronique non spécifique. Donc, on n'a pas arrêté à ce niveau-là. Donc, bien sûr, il fallait faire l'imagerie qui a montré un épanchement pleuropéricardique de faible abondance. Et là, donc, il y a sans lésion pulmonaire, pas d'adénopathie. Et on a demandé quand même le bilan immunologique, la protéinurie, tout était négatif. L'échographie cardiaque a montré des dépôts de fibrine. Elle a été mise par le cardiologue sous AINES avec bonne évolution, assèchement du péricarde, et puis elle revient 6 mois plus tard. Elle a arrêté tout traitement, parce que vu la bonne évolution clinique et échocardiographique, et elle consulte 6 mois plus tard pour une fièvre qui était prolongée, nocturne, avec un amaigrissement, altération de l'état général, une perte de poids qui était quand même très importante, des œdèmes discrets, des aftes au niveau buccal et quelques adénopathies avec au niveau cutané, comme vous voyez, des taches qui sont apparues qu'elle n'avait pas 6 mois à l'avance. Des taches hypochromiques à contour qui étaient foncées avec une bandelette urinaire qui montrait un sédiment urinaire actif. Alors, on a évoqué toujours, donc il faut reprendre, donc on a évoqué la tuberculose, on a refait tout le bilan. Bilan du rhumatisme articulaire aigu, on s'était dit est-ce que c'est un lupus, c'est une vascularite, un B7 avec les ulcérations, les aftes, une arthrite juvénile compliquée. Et voilà, donc, quand on a demandé le bilan, il y avait une fonction rénale légèrement altérée, une anémie inflammatoire et une protéinurie très significative néphrotique à 62 mg par kilo par jour et un bilan immuno qui était positif. Et la biopsie de cette petite a montré une néphropathie lupique de classe 3. Alors,
Alors là, c'est la radio de la petite qui était en détresse. Donc le foyer basithoracique, la rétraction, la cardiomégalie. Donc elle était orthopnéique, donc elle ne pouvait pas... donc elle était très dyspnéique, la petite, à l'admission. Et voilà, donc l'échographie cardiaque, qui était normale initialement, qui montrait que la péricardite, a mis en évidence une dysfonction du VG au dépend du septum qui est discret, épanchement péricardique avec un épaississement du péricarde. Alors là, on a retenu aussi le diagnostic de lupus, atropisme articulaire, cutané, cardiaque et rénal, avec une très bonne évolution initiale. Et malheureusement, elle avait arrêté le traitement parce qu'il y avait le Covid, donc elle a arrêté les consultations, elle refait une rechute et on reprend le traitement dès le début avec actuellement, après un recul de 4 ans, elle a une fonction, elle est toujours stable en rémission complète, clinique et biologique. Alors là, là c'est pour vous dire que même quand on a un bilan immunologique négatif au début, ça n'élimine pas le fait que le patient peut développer le lupus. Donc on n'est pas à l'abri. À chaque fois qu'on a une poussée, donc ça peut, donc finalement la péricardite qui représentait un signe de lupus ici, c'est l'une des manifestations cardiovasculaires les plus fréquentes du lupus. Elle peut être isolée dans un tiers des cas et elle peut précéder l'installation du lupus. Donc quand on a un bilan négatif, ça n'élimine pas et à chaque fois qu'on a des signes nouveau, il faut reprendre le diagnostic et reprendre l'évaluation. Donc là, il n'y avait pas d'erreur de prise en charge, c'est l'évolution atypique de la pathologie qui a fait que voilà, donc la fille se complique. Alors, le troisième cas clinique, je vais y aller rapidement. Donc, ça sera c'est la fille Joie qui a présenté des œdèmes qui ont évolué 20 jours avant son admission, traitée symptomatiquement par un médecin généraliste. Elle s'aggrave, elle consulte à l'hôpital périphérique et là, on diagnostique un syndrome néphrotique impur avec hypertension artérielle et insuffisance rénale. Donc, on a commencé le traitement symptomatique et vu son âge, vu qu'elle a installé une oligurie, on doit la adresser pour prise en charge. Alors, quand on l'examine, donc elle avait un syndrome œdémato-ascitique très important, donc avec un épanchement pleural, une acide de grande abondance, des œdèmes qui prennent le godet, une oligurie, un aspect d'hématurie macroscopique avec un syndrome d'épanchement pleural. Alors là, quand on refait le bilan à l'admission, donc la fonction rénale s'est rapidement altérée. Donc elle s'est présentée dans un tableau de glomérulonéphrite rapidement progressive, une GNMP. Là, la dialyse s'imposait parce qu'elle était complètement anurique, elle avait des perturbations hydroélectrolytiques. On a commencé l'hémodialyse et on a pensé bien sûr toujours, quand on a un syndrome néphrotique impur, il faut penser aux causes secondaires, y compris les causes, d'autant plus qu'elle avait en sang en période péripubertaire. Donc là, on a pensé aux maladies de système et effectivement, donc on avait un bilan qui était positif. Et là, donc, c'est un lupus qui était classé classe 4, donc au niveau de la biopsie rénale, avec un tropisme hématologique, pleural et rénal. Donc l'évolution, là ici, donc elle était très favorable à court terme, donc on a pu arrêter la dialyse et jusqu'à présent, elle est en rémission complète. Alors, la quatrième observation, c'est un enfant, Youssef, qui a consulté, 10 ans, qui a consulté pour des douleurs abdominales intermittentes avec des arthralgies qui se sont compliquées 2 jours avant son admission par des arthrites, avec l'installation d'un purpura d'allure vasculaire. Il nous a été adressé parce que le médecin qui l'a vu donc, a remarqué qu'il a fait la bandette urinaire, donc examen très important pour évaluer tout patient qui présente des signes systémiques atypiques. Donc toujours j'insiste sur la bandette urinaire. Et devant ce syndrome néphrotique qui était impur, avec l'hématurie macroscopique, l'insuffisance rénale, il nous a été adressé. Alors là, ce qui était sur le bilan qui nous a intrigués, c'est la présence d'un syndrome inflammatoire très important, chose qui ne doit pas exister dans un purpura rhumatoïde, bien que le patient s'est présenté dans un tableau de purpura rhumatoïde typique, c'est-à-dire qu'il avait des douleurs, il avait des arthrites, il avait l'éruption, mais sur le plan bilan, donc il y avait un syndrome inflammatoire qui ne concordait pas
normalement, donc avec chose qu'on ne devrait pas avoir dans le purpura rhumatoïde. Et vu la présence de ce syndrome inflammatoire, on a complété le bilan immunologique et qui s'est révélé positif pour le lupus et qui était là actuellement avec une atteinte articulaire, cutanée et rénale. Et sur le plan rénal, c'était une néphropathie classe 4. Heureusement, donc, il a normalisé la fonction rénale et actuellement, donc, il n'a plus représenté de poussée. Donc, même des fois pour des pathologies qui paraissent typiques, donc il faut penser à des symptômes ou peut-être il y a d'autres pathologies, toujours bien analyser le bilan biologique et l'histoire clinique avant de retenir n'importe quel diagnostic. Donc à travers ces observations, donc j'aimerais insister sur les particularités du lupus pédiatrique chez l'enfant. Donc c'est tout lupus qui est diagnostiqué avant l'âge de 16 ans et avec une nette prédominance féminine comme chez les adultes, mais avec une proportion moins importante que chez l'adulte, c'est-à-dire qu'on peut avoir des garçons. La particularité aussi, c'est que la particularité, c'est la possibilité de formes qui sont très précoces et qui peuvent apparaître même avant l'âge de 2 ans ou avant l'âge de 5 ans. Et là, on peut incriminer, en plus des facteurs que vous connaissez, les facteurs environnementaux ou les facteurs auto-immuns, donc de dysimmunité qui peuvent s'associer, ou de facteurs qui sont inducteurs, il y a les facteurs génétiques. On peut avoir des lupus par des anomalies génétiques, il y a des prédispositions familiales et il y a aussi les anomalies génétiques du complément chaque fois qu'on a un lupus qui apparaît à un âge qui n'est pas habituel. Donc bien sûr, la plupart chez les enfants, c'est la période péripubertaire, mais ça existe chez l'enfant et là, il faut toujours penser au lupus qui est d'origine génétique. Le lupus chez l'enfant, il est plus rare que chez l'adulte. Donc la survenue de lupus chez l'enfant, elle est plus rare elle est plus rare chez l'enfant par rapport à l'adulte, mais elle est grave, elle est multisystémique et elle a des formes, elle se caractérise par une grande hétérogénéité clinique avec des signes qui sont non spécifiques, qui sont très variables. Le début est souvent insidieux, progressif, mais vous avez vu que le cas de Youssef, par exemple, le début quand même a été brutal. Ça n'exclut pas que le fait qu'on peut avoir des symptômes qui peuvent traîner que quelques jours. Alors l'atteinte rénale, donc là c'est l'une des caractéristiques majeures du lupus chez l'enfant, c'est l'atteinte rénale qui peut survenir selon les séries et selon les populations qui sont prédisposées, comme par exemple la population africaine. Et l'atteinte rénale, donc elle peut survenir de 30 à 80% des cas de lupus pédiatrique, chose qui est très importante. Alors là, vous remarquez, quel que soit l'âge de survenue, moins de 2 ans, le lupus, que ce soit infantile, juvénile ou chez l'adolescent, l'atteinte rénale est constante, elle est toujours là, elle est à risque, donc il faut la chercher d'une façon très importante. Alors là, on a remarqué quand même qu'il y avait, de la plupart des observations, il y avait une difficulté de diagnostic pour les patients. Alors là, pour aider les praticiens au diagnostic, on a quand même des classifications. On a 2 classifications les plus utilisées, c'est la classification de l'American College of Rheumatology, qui a été mise à jour en 1997, et puis dernièrement en 2009 en association avec la Ligue européenne de lutte contre le rhumatisme. Ça, c'est la première classification. Et puis la deuxième, c'est la classification de SLIS, la Systemic Lupus International Collaborating Clinics. Et là, elles ont toutes, donc avec le temps, on a pu améliorer ces classifications en augmentant la sensibilité et la spécificité de ces scores de classification pour retenir le diagnostic. Donc là, pour la classification initiale, donc la plus ancienne, la plus répandue, donc on a des critères qui insistent surtout sur les critères dermatologiques et quand on a 4 critères sur les 11, on retient un lupus. Par contre, la nouvelle classification qui a été améliorée en 2019, donc elle est sous forme de score. Donc là, elle donne beaucoup plus d'importance au bilan immunologique et elle réduit un petit peu l'importance des signes cliniques. Un score qui est supérieur ou égal à 10, donc chaque élément a une cotation, permet de poser le diagnostic de lupus. Et puis, il y a les critères de SLIS. Là, je vais faire défiler. Donc, c'est des critères qui sont cliniques, beaucoup plus détaillés, et même pour le bilan immunologique, il a été réparti. Alors là, la
la particularité de cette classification de Slisser qu'elle a permis d'élargir, donc elle est beaucoup plus sensible que la classification de l'American College of Rheumatology. La présence ici de 4 critères dont au moins un est clinique ou biologique. Et là, la particularité, c'est qu'elle reconnaît qu'il y a une atteinte rénale lupique, une néphropathie lupique sans autres signes associés, mais seulement avec un bilan immunologique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aucun signe clinique général, atteinte articulaire ou cutanée, mais en même temps avoir une atteinte rénale de pathologie, de néphropathie lupique. Alors pour tous ces critères, pour toutes les classifications, alors là ce sont des critères qu'on ne devrait pas avoir en même temps, ce n'est pas obligatoire, c'est des critères qu'on devrait recenser dans le temps, donc ils sont cumulatifs. Alors là les critères aussi, donc je rajoute, il y a une autre difficulté que même des fois quand on veut suivre ces critères, c'est-à-dire que ça permet d'unifier le dialogue universel, scientifique, quand on veut écrire des articles, mais sur le plan pratique, quand on a un doute, et des fois si on insiste, donc ça a été relevé par certains articles, quand on insiste pour suivre ces critères ou les respecter à 100%, des fois on peut être en retard. Peut-être qu'on a des fois un critère ou deux, et donc là, si on attend d'avoir 10 de score ou 4 critères, peut-être qu'on serait en retard. Et là, c'est l'intérêt, bien sûr, de voir un subspécialiste qui pourrait peut-être accélérer les choses, faire des biopsies ou augmenter, bien sûr, les chances de trouver ce diagnostic qui est difficile. La deuxième chose qu'on pourrait rencontrer, c'est l'interprétation du bilan. Par exemple, les anticorps antinucléaires, ils ne sont pas spécifiques du lupus. Le facteur rhumatoïde positif n'est pas spécifique de l'arthrite juvénile idiopathique. Il faut savoir que dans 20%, chez 20% des patients qui sont lupiques, le facteur rhumatoïde peut être positif. Donc c'est le deuxième cas qu'on a vu. Donc là, c'est aussi l'interprétation des données qui est difficile. Alors là, les retards de diagnostic, donc on a vu, donc c'était lourd pour les premières observations, on a vu quand même qu'il y avait un retard de diagnostic, mais ça parce que c'est une pathologie qui est particulière et ce retard a été décrit dans plusieurs séries. Donc le retard peut aller jusqu'à 5 ans, donc des fois plusieurs semaines et des fois ça peut être des années. Pourquoi? Donc les deux critères qui relèvent de cette étude, c'est, oui, donc rapidement je termine. Les deux critères qui étaient relevés dans cette étude, qui faisaient que le diagnostic était retardé, c'est les signes qui étaient modérés ou discrets ou c'est les signes qui sont spécifiques. Et là, donc, on joue, donc, on peut jouer ici, donc, les caregivers, donc, les premiers médecins qui voient le malade. Donc, il y a une lacune de connaissance du lupus qui fait c'est l'un des critères majeurs de non-reconnaissance. Donc là, c'est knowledge gaps, donc il n'y a pas assez de données pour... Donc la classification donc, du lupus, il y a plusieurs classifications, donc on retient, donc il y a différents types de gravité et chacune a son traitement, mais il n'y a aucune corrélation anatomoclinique et biologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une protéinurie, par exemple, à 20 ou 15 mg par kilo par jour, ça ne veut pas dire que la classe de néphropathie n'est pas sévère. Donc, vous pouvez avoir 20 mg kilo par 24 heures de protéinurie et avoir une classe 4. Vous pouvez avoir un syndrome néphrotique avec une classe 2. Donc, chaque fois qu'il y a atteinte rénale, il faut biopsie. C'est que la biopsie qui peut déterminer donc, la gravité de l'atteinte histologique et pas la valeur du bilan. Donc, on peut recourir à plusieurs, bien sûr, traitements chez l'enfant, donc avec les biothérapies dernièrement. Donc, les dernières remarques que j'ai, et je termine, c'est le grand polymorphisme du lupus chez l'enfant, c'est la sévérité des formes pédiatriques et qui est caractérisée par son caractère qui est multiviscéral. La reconnaissance et le traitement doivent être précoces parce que là, c'est une pathologie de grande morbidité et de mortalité qui est chronique, qui évolue par poussée et que la poussée, des fois, elle peut être fatale. Donc, on ne peut pas imaginer, c'est des prévisions qui sont imprévisibles. Ce sont des patients qui doivent être soumis à une surveillance régulière. Il faut savoir qu'il y a des scores d'activité pour évaluer l'activité, la maladie, est-ce qu'elle est en rémission ou pas, comme le score de SLEDA éventuellement. Et la prise en charge est pluridisciplinaire. Donc, les défis, c'est la croissance de l'enfant, le retentissement psychosocial, le coût élevé par rapport à la famille et à la société, le problème d'observance, surtout vers l'adolescence, les adaptations thérapeutiques. Donc, je signale qu'il n'y a pas de protocole fixe pour traiter un enfant, il n'y a pas de protocole pédiatrique et qu'on s'adapte, c'est des protocoles adaptatifs. À chaque fois qu'on a un patient qui présente une évolution atypique ou une complication, on est obligé de s'arrêter, de reprendre l'évaluation et de reprendre peut-être un nouveau protocole pour le suivi du patient. Donc il n'y a pas de protocole fixe, il est adaptatif. Et puis donc là, la plupart des patients que vous avez vus donc, ont été transférés en néphrologie adulte et là donc c'est une période quand même très critique
critique et à laquelle il faut prêter beaucoup d'attention pour la gestion. Et je vous remercie. Merci, Madame la professeure Souilmi, pour cette conférence sur la maladie du pic et surtout cette atteinte rénale et ses profils pédiatriques. Désolé de prendre la parole en premier, vu le contexte de la présentation. J'insiste, je vous remercie d'avoir insisté sur des éléments clés pour la pratique quotidienne. Et c'est un message que je ne cesse de passer au cours des visites. Des aslos élevés ne signifie pas un erreur. C'est un grand message. On n'analyse pas la CRP toute seule. On n'analyse pas les aslos tout seul. C'est un malade qui a des arthralgies, qui a un souffle cardiaque, qui a un érythème pour dire un rhumatisme articulaire aigu. Donc les aslos élevés, une carie d'angine qui a précédé les aslos peut élever les aslos chez n'importe quel citoyen. Deuxième message, vous avez bien insisté sur les maladies systémiques. Ce n'est pas didactique et ce n'est pas une démarche chez la maladie. La plupart des cas, le lupus, c'est la pose et les articulations. Mais dans l'unité où vous avez bien travaillé, je vous remercie pour la qualité de votre profil enseignante et praticienne, et que vous avez participé, on a vu un garçon en P3 qui avait 4 ans, qui a un lupus complet, le purpura, les arthralgies, le vasculopique, les sérologies. Il avait un tableau complet, si vous vous souvenez bien de ce malade. Et donc, je vous avais bien insisté sur les anomalies génétiques, sur ces terrains. Et toute la pathologie, il y a une plateforme, un HLA spécifique pour chaque pathologie. Et donc, on a des observations, monsieur le professeur Betahil, qui a fait cardio. Et vous vous souvenez de 2 ou 3 patientes qui ont commencé par une cardiopathie rhumatismale. Alors, avec le temps, ce n'était pas un rhumatisme articulaire, une cardiopathie rhumatismale, mais c'était un départ d'un lupus. Ils ont fait la malchance, la coïncidence qu'elle ait une pathologie rhumatismale et après elle fait un lupus, c'est possible. Mais généralement, c'est une cardiopathie rhumatismale et qui a ultérieurement installé l'atteinte cutanée et rénale. Et je vous remercie. Et les questions de néphropédiatrie, les néphrologues de l'adulte, Madame la professeure Behia, m'avaient posé une question, je crois que vous étiez encore avec nous, sur les MMF, les mucophénylates mofétiles, comme le traitement d'entretien chez ces malades. On remercie les responsables qui ont réduit les coûts de ces médicaments, parce que les MMF à 500 mg, ça coûtait 2000, et la cyclo, 100 mg, ça coûtait 2000 et quelques, mais maintenant c'est moins. Mais l'azatioprine apporte aujourd'hui bien pour le pauvre citoyen, le pic, ça coûte 350 au lieu de 600 dirhams, et donc dans le traitement. Mais la question, on l'a remarqué, et je crois vous êtes d'accord, le plaquenil, on le donne quand il y a l'atteinte cutanée, mais la modeste expérience sur les 27 ans de néphropédiatrie pure, il apporte beaucoup dans l'atteinte rénale. Le plaquenil a été prouvé, donc il a beaucoup d'intérêt, que ce soit pour la récidive de la maladie. Donc il n'est pas inscrit, normalement, avant on disait que c'était pour l'atteinte articulaire et cutanée, mais normalement il est pour éviter les rechutes rénales. Il a un facteur, et pour réduire les facteurs de morbidité cardiovasculaire, y compris l'athérosclérose, donc il a beaucoup d'intérêt à part. Donc pour moi, on associe systématiquement. Tout le monde continue à l'associer. Le plaquenil. Et la question, la biopsie de contrôle pour les malades sous cyclo, ça c'est indispensable, mais les malades sous MMF, pour l'évolution de la maladie. L'évolution, la périodicité des PBR. La PBR, donc je suis pour l'école qui fait quand il y a complications. Donc je ne fais plus de PBR. Je les faisais avant parce que les recommandations c'était ça, c'était au bout de 6 mois, donc on a une classe 4 ou 5. Donc là, il fallait faire donc, la biopsie pour voir le statut. Mais là, je crois qu'un malade qui est en rémission, qui ne demande rien à personne, ne va pas faire un geste invasif pour ça. Et maintenant, il y a l'école. À chaque fois, par contre, qui a poussé. Donc, on a beaucoup de malades qui ont eu 2 ou 3 biopsies parce qu'ils ont présenté des poussées différentes. Et on peut avoir des changements de classe. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir une classe 4 qui redevient 3, une classe 3 qui devient 5. Donc, on a des changements. Donc, c'est des malades. Question, le corticoïde. Oui. Est-ce que toujours vous gardez un petit chouïa pour... Pas chez tous les malades. Donc, il y a des malades qui sont... Je fais des tentatives d'arrêt. Donc, surtout chez les malades qui sont sous MMF. Quand ça marche, c'est bien. Quand ça ne marche pas, on peut garder, bien sûr, une faible dose dans certains besoins. Patients pourraient avoir besoin. La parole aux qui ont des questions.
Oui, madame. Oui, merci beaucoup, c'était très clair. Et en fait, je voulais vous poser une question et faire une remarque parce que vous avez beaucoup insisté sur les difficultés diagnostiques. Oui. Alors, ma question qui est, bon, peut-être pas à propos, mais je voulais savoir, est-ce que ces enfants vous ont été envoyés par des pédiatres, des médecins généralistes ou par des cardiologues, parce que je suis quand même étonnée qu'on soit arrivé à la biopsie péricardique. Et la remarque que je voudrais faire, et je crois que c'est important dans le respect déontologique, je crois que maintenant on parle beaucoup des biais diagnostiques. Il faut savoir que chacun d'entre nous diagnostique en fonction de son vécu, de ce qu'il a vu et de son examen. Et je reprends juste Madame Harry tout à l'heure qui était excellent, c'est l'hypothyréoïdie congénitale. Bien sûr, quand vous êtes au Maroc, que vous savez dépistage, vous pensez tout de suite hypothyroïdie. Quand vous avez fait vos études ailleurs et que vous êtes habitué au dépistage de l'hypothyroïdie, vous n'y pensez pas forcément au départ. Donc, qu'avant de critiquer et de jeter comme ça la pierre, de dire oh, mais il n'y a pas pensé, mais comment ça se fait, mais il est nul. Mais... Non, je crois qu'il faut être un peu plus déontologique. Chacun fait un diagnostic à fonction de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a appris et de ce qu'il voit tous les jours. Et je crois qu'il faut être un peu humble quand même, surtout dans ces pathologies au long cours qui sont très rares. Vous avez remarqué par rapport aux présentations, les cas cliniques, si vous avez été bien attentionné, donc au cours de la le premier cas clinique, effectivement, il y avait des biais de diagnostic. Pourquoi? Parce qu'on avait un bilan sous la main, donc on pouvait juger l'interprétation du médecin. D'accord? Donc l'interprétation, il y avait une anémie, il y avait un syndrome inflammatoire, il y avait plein de choses. Ça veut dire que c'est un médecin qui a demandé un bilan et qui n'a pas réussi à l'interpréter. Ça, je crois qu'on a le droit de critiquer. Mais après, dans les 3 autres observations, c'était la maladie qui était atypique, c'était le médecin qui a demandé le bilan immunologique, c'était le bilan qui était négatif. Donc ça, c'est les particularités de la pathologie. Ce sont des patients qu'il faut suivre avec un suivi régulier. Et puis voilà, donc on peut avoir des symptômes qui peuvent apparaître. Et même, j'ai dit que le bilan immunologique qui était négatif au début, il peut se positiver par la suite. Donc, et on reçoit les malades via des cardiologues. On peut recevoir des anciens patients suivis pour RA. On a des malades avec l'hémato-oncologie, des PTI qui deviennent des lupus. Donc, on a des anémies hémolytiques auto-immunes qui deviennent des lupus par la suite après plusieurs mois de suivi. Donc, on reçoit beaucoup de patients tout le temps de différentes pathologies. Mais ça, c'est pas dû au médecin qui n'a pas fait le diagnostic, ça, c'est les particularités du lupus. C'est de la maladie elle-même. Donc, je crois que j'ai bien éclairci ça, et ce n'était pas une critique vis-à-vis de tel ou tel médecin. Mais par contre, les premiers, si je n'avais pas eu le bilan, on n'aurait pas pu, bien sûr, les juger sur la première. Mais le bilan était là, était clair, et il a été mal interprété. Voilà. Madame professeur Haj Khalifa. Oui, la dernière question. Merci beaucoup, parce que tu as des observations bien étudiées, bien travaillées, bien présentées. Très bien. Et là, je voudrais juste dire une chose. Finalement, tes malades, ils arrivent au rein. D'une manière ou d'une autre, ils arrivent au rein. C'est l'une des particularités. Le problème est, le terminus, c'est le rein. Donc, ils arrivent chez toi. Une observation intéressante, c'est la chronologie des événements. Il a fait une tamponnade, on discute l'étiologie de tamponnade, et puis tu as rallié que finalement la tamponnade était l'expression cardiaque du lupus. Alors que au début, si on s'est arrêté là, on ne saurait pas. Comme quoi, guérison, comme quoi, première leçon, guérison d'une maladie, Allahu a'lam, on ne sait pas si ça va être l'expression d'une maladie. La dernière observation très intéressante, purpura rhumatoïde. Le pédiatre, le généraliste, comme nous sommes par rapport à cette spécialité, on sait que 5% des purpura rhumatoïdes se compliquent d'une atteinte rénale. Mais de toute façon, on sera obligé de faire une biopsie et donc on retrouvera le lupus. Donc, pour nous, le diagnostic précoce, la question que je te pose, il y a intérêt à faire un diagnostic précoce. Il y a intérêt à faire un diagnostic précoce, donc l'analyse de ces observations doit aller dans ce sens-là. Merci. S'il vous plaît, une parenthèse, un message à passer, c'est que dans cette maladie,
j'allais poser une question, mais je n'ai pas voulu, j'ai voulu laisser l'occasion à la salle, c'est que le malade, le premier, je crois qu'il y avait une pansétopénie. Et normalement, médico-légalement, il faut faire un médulogramme, parce qu'il peut s'agir de n'importe quoi. Et donc, mais la chronologie des événements, les bilans, c'est en faveur de, pas une hémopathie maligne. Mais la question dans le lupus, le message que je voulais passer, la maladie lupique peut donner une anémie, une thrombopénie dans 67% des cas, un tiers des cas. Deuxième des choses, il peut toucher toute l'innée. Il peut développer des anticorps anti-érythrocytes, anti-plaquettes, anti-leucocytes, mais il peut développer également des anticorps anti-érythroblastes oméga-carus. C'est-à-dire qu'il peut s'immuniser le malade contre les éléments périphériques que centraux. C'est-à-dire que si on fait par exemple un médulogramme, on trouve des signes centraux, il y a des anti-érythroblastes, des tests de com spécifiques qui peuvent confirmer la présence d'anticorps contre les cellules jeunes. Dans le lupus, donc, le médulogramme n'est pas fait dans une observation, il fallait le faire. Parce que l'anémie était régénérative. Oui, donc la question. Mais le message, c'est que dans le lupus, on peut voir des anticorps périphériques contre les éléments de sang, comme il peut développer des anticorps. C'est-à-dire l'anémie régénérative n'élimine pas le lupus, mais c'est exceptionnel. Merci, Madame Professeure Suelmi. Maintenant, la parole à Madame Professeure Thion. D'accord, donc après cette riche discussion,